Euh, Merci Philippe, merci Chantal, merci pour les foyers ruraux et Tony, un chemin de droit. Et ça fait plaisir d'être ici, une deuxième fois. Ça fait plaisir de voir quelques visages familiers et de nouveaux visages. Je m'appelle Abdel Fattah, Abdel Karim, Hassan, Ibrahim, Mohamed, Ahmad, Mustafa, Ibrahim, Srour, Abou Srour. Alors, voilà. C'est 10 générations, c'est pas mes prénoms. Et vous pouvez m'appeler Abdel Fattah ou Abed, tout simplement. Et je suis le premier parmi ces 10 générations à être né dans un camp de réfugiés qui s'appelle Aïda. Aïda comme l'opéra de Verdi, qui témoigne de notre tragédie, celle des réfugiés palestiniens. Et Aïda, en arabe, c'est un prénom d'une fille, et ça veut dire celle qui reviendra. Donc pour un camp de réfugiés, c'est vraiment idéal, parce qu'on garde toujours ces clés rouillées pour ces ports qui existent ou n'existent plus, revendiquant notre droit au retour. Même 65 ans après, on dit on va revenir. Les réalités sur le terrain, créées par l'occupation ou par la politique ou par n'importe qui, n'effacent pas tout simplement les droits des gens. Et donc moi je suis né dans ce camp Aïda, qui est un de 59 camps de réfugiés. Les 19 en Cisjordanie, le 8 à Gaza, les 10 en Jordanie, les 10 en Syrie, le 12 au Liban, et qui ont été créés par l'ONU, qui était la cause un peu de cet événement d'être réfugié, que ce soit dans notre propre pays ou ailleurs, sur des terrains loués pour 99 ans. Donc les terrains étaient loués à des particuliers ou à des États, et qu'on ait des invités désirables ou pas désirables, dépendant des endroits, mais dans le temporaire toujours, d'être dans le temporaire. 7 ans sous les tentes, après, ce n'était pas aussi temporaire apparemment que les prévoyait l'ONU, parce qu'Israël n'a jamais respecté la résolution qui demandait à Israël de faciliter le retour des réfugiés chez eux. Et donc, ils ont commencé à construire ce qu'ils appelaient shelter, ou refuge, une petite pièce de 9 mètres carrés, une chambre pour les familles de 6 membres au moins, 2 chambres pour les familles plus nombreuses. Et c'était 7 cm d'épaisseur au niveau du mur, 2 cm de toit, 2 mètres à 2 mètres et demi de hauteur, donc c'était pas construit pour durer. Et dans les années 70, bon, ça a commencé à craquer, c'est devenu trop petit, donc les familles qui avaient un peu de moyens financiers construisaient à nouveau, démolaient complètement, construit à nouveau. Et ceux qui n'avaient pas assez de moyens agglutenaient une chambre à côté, ainsi de suite. Donc on peut voir encore quelques-unes de ces maisons de fortune, mais la plupart des gens ont construit. Actuellement, il y a 6000 habitants qui vivent au camp Aïda, sur 4 hectares, 66% au moins de 18 ans, pas d'espace vert, ni terrain de jeu, entouré par ce mur illégal de ségrégation qui a été construit en 2002 comme barbelé, et puis 2005 avec ce bloc de ciment qui vont 3 mètres de profondeur sous la terre et 6, 8, 9, 12 mètres au-dessus de la terre. À Aïda, c'est autour de 8 mètres de hauteur, avec 5 tours miradors de snipers israéliens, caméras de surveillance et des incursions jusqu'à aujourd'hui. Et donc l'occupation ne s'est pas arrêtée en 48 ou 67, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Rien qu'en 2013, il y a eu plus de 60 jeunes arrêtés par l'armée d'occupation israélienne, plus d'une quarantaine qui étaient blessés par balles ou par balles caoutchouquées ou par des canistères de gaz lacrymogène, et 3 enfants tués. Et dans tout cela, comment vivre avec la paix en soi? Moi, je suis parmi les gens qui avaient la chance d'avoir une bourse, de continuer mes études en France. Je suis arrivé en 1985. Après un an d'essayer d'obtenir le permis qui m'a été refusé 6 fois, et finalement après un an, le 7e fois, le miracle arrive, comme ça on ne désespère jamais. Je suis arrivé en France avec un document de voyage israélien à l'époque, parce qu'on n'avait pas de passeport palestinien, on n'était pas un État, donc on voyageait avec un document de voyage israélien, et les Israéliens nous mettaient comme nationalité jordanien. Donc pour eux, on était des résidents temporaires jordaniens et un jour, il faudrait qu'on parte. Et ce document de voyage existe jusqu'à aujourd'hui pour les Palestiniens, par exemple, qui habitent à Jérusalem-Est. Ils ne sont pas considérés comme Palestiniens, ils ne sont pas Israéliens de nationalité, donc on ne sait
sont dans cette résidence temporaire dans la grandeur d'Israël. Alors j'arrive en France avec ce document de voyage, je vais faire ma carte de séjour à Paris. Et à la préfecture, on me donne une carte de séjour avec nationalité, réfugié jordanien sous mandat israélien. Alors, je ne suis pas un réfugié qui s'est enfui de la dictature jordanienne pour être dans la belle démocratie israélienne, quand même. Ça a pris un long débat. Quelques heures après, c'est le directeur de la préfecture qui vient me voir. Elle m'a dit, écoutez, monsieur, revenez demain. Alors, je reviens le lendemain et il me délivre une carte de séjour avec nationalité indéterminée. Donc, étant aussi extraterrestre que ça, étant palestinien comme terroriste, parce que les médias ne parlaient que de terroristes palestiniens, et là tout le monde, voilà, on est bien affiché, mais comme des êtres humains, on est indéterminés. La question que je me posais, comment montrer cette autre image de la Palestine? Comment dire qu'on est des êtres humains, qu'on revendique, qu'on défend cet humain? Que la Palestine était toujours une terre d'accueil, multiplicité et diversité, malgré toutes les occupations qui ont passé. Les gens ont résisté, presque 90% ou plus n'ont jamais porté d'armes dans leur vie. Mais ils ont résisté avec leur existence, avec leur culture, avec leur identité. Et même quand on retrace la résistance non violente en Palestine, ou ce qu'on appelle non-armée, on préfère l'appeler non-armée en Palestine, en 1881, la première manifestation non violente contre la première colonie sioniste à l'époque, c'est un village qui s'appelle Mlabbes, que les Israéliens appelaient Bet Tikva. C'était en 1881, donc c'était même avant Gandhi commence sa résistance non violente. Et les femmes jouaient un rôle important dans cette résistance. Jusqu'en 1920, l'Union des femmes palestiniennes avait été créée. En France, je pense que les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'à 45-46. Mais il y avait un mouvement de libération féminine, des femmes musulmanes chrétiennes qui manifestaient, qui revendiquaient le mouvement de libération de femmes, mais aussi le rôle politique de ces femmes pour manifester contre le mandat britannique à l'époque. Et elles ont organisé une de leurs actions les plus spectaculaires, était en 1929, quand cette union des femmes palestiniennes a organisé une manifestation avec 120 voitures en 1929, circulant dans les rues de Jérusalem, klaxonnant contre le mandat britannique et l'immigration juive à l'époque. Et donc vous pouvez imaginer combien c'était facile d'avoir 120 voitures en 1929, avec une manifestation organisée par des femmes. Et beaucoup d'exemples comme ça, où même la première photographe arabe était palestinienne, Karima Aboud, qui a vécu de 1860 jusqu'à 1940. Et on peut voir son archive même sur YouTube. Des photos qui étaient actives avec ses expos dans les années 30. Les oranges de Jaffa qui étaient mis en tissu fin exportés à l'étranger, comme si les oranges de Jaffa n'existaient qu'après la création d'Israël, vu l'étiquetage de marque Jaffa, mais bien que c'était une commerce et une agriculture bien vivante, et que les gens en Palestine existaient, et ce n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre, comme la propagande des sionistes. Et que le théâtre Al-Hamra, cinéma Al-Hamra, à Jaffa, accueillait des spectacles extraordinaires de groupes de théâtre, de grands chanteurs égyptiens, Kaltoum, Abdel Wahab, venaient faire leurs concerts et leurs spectacles dans ce théâtre et à Jérusalem, etc. Et si ça passait bien en Palestine, donc ça pouvait circuler dans le monde arabe, parce que le public était vraiment très critique. Les lignes de chemin de fer, les lignes de bus, l'avion, l'argent, qui était jusqu'à 1927 en arabe et en anglais, le livre palestinien, etc. Après 1927, elles ont ajouté l'hébreu aussi sur les pièces de monnaie. Et donc, pour dire encore une fois, c'était une vie qui vibrait de vie et de culture. Et quand il y avait l'Empire ottoman, bien qu'on a fait appel aux Britanniques, aux Français pour nous aider à lutter contre les Ottomans, qui étaient musulmans, a priori, on a résisté contre une injustice, contre ce qu'on appelait une occupation. Les Britanniques et les Français sont venus
Ils ont partagé le Moyen-Orient en pièces détachées, créant la Jordanie et l'Irak sous contrôle britannique, le Liban et la Syrie sous contrôle français, et la Palestine était laissée sous mandat britannique pour remplir la déclaration Balfour qui était faite le 2 novembre 1917, déclarant la Palestine comme un foyer national pour les Juifs, à condition que ça ne dérange pas la population locale. Bien sûr, ça dérangeait énormément. Et les Britanniques sont là jusqu'à ce que l'ONU fait sa déclaration merveilleuse de partition de la Palestine en deux parties inégales, donnant aux Juifs qui possédaient 6% de la terre à l'époque 54% de la terre, et le reste pour les Palestiniens qui bien sûr n'acceptaient pas. Et la guerre, après les Britanniques nous ont quittés, ils ont laissé nous bagarrer entre nous. Et en 1948, la guerre a fait que Israël gagne 78% de la terre et qu'elle les garde. Ils ne sont jamais revenus aux frontières dictées par l'ONU. Et quand vous voyez les cartes de partition de l'ONU, vous pouvez imaginer comment ça peut faire deux États dans ce genre de partition et chevauchement de deux États proposés. On arrive à 67, la guerre, encore une fois, Israël occupe tout le reste, on plus des hauteurs de Golan, les Sinaï, etc., qu'elle rende à l'Égypte après la signature du processus de paix avec l'Égypte, et qu'elle garde toujours les hauteurs de Golan. On arrive en 1993 avec l'accord d'Oslo, où les Palestiniens ont reconnu cette existence d'Israël sur 78% de leur terre. Et il fallait terminer en 1998 avec un État palestinien sur les 22% restants. Et bien sûr, ni en 1998, ni comme a dit Bush en 2008 ou 2009, comme a dit Obama, ou 2011, comme a dit Obama, on voyait encore cet État palestinien. Et on attend toujours, avec ce grignotage continu, jusqu'aujourd'hui, même pendant qu'on est en train de négocier la paix et la reconnaissance mutuelle, grignoter cet État palestinien qui est actuellement à 6,5% sous contrôle palestinien proprement dit, encore théoriquement, parce qu'à n'importe quel instant, Israël peut rentrer et sortir à leur guise sans que ça cause un problème pour la communauté internationale. Je suis resté 9 ans en France. J'ai fait un doctorat de génie biologique et médical. Mon père était avec le théâtre, avec la peinture aussi, avec la photo. Donc, j'ai approfondi mon travail artistique et c'était la découverte de soi. Mais aussi regarder comment les autres vous regardent. Donc, la France, malgré tout, a une place spéciale dans mon cœur. Mais en 1998, je suis rentré en Palestine, après 9 ans en France, en pensant que la Palestine n'entendait que moi pour la sauver. Voilà, c'est modeste que je suis. J'ai commencé à travailler avec mon diplôme de biologiste pour gagner ma vie, mais aussi à m'apporter bénévole pour enseigner le théâtre et la peinture, même à l'université de Bethléem où j'enseignais. Et j'ai travaillé aussi dans une boîte pharmaceutique palestinienne. Et en 1998, avec un groupe d'amis, j'ai fondé le centre Ar-Rouad dans la maison de mes parents. Dans 2 pièces de 16 mètres carrés, on a commencé avec ce que j'appelle belle résistance contre la leader de l'occupation et sa violence. En commençant avec le théâtre, parce que pour moi, le théâtre reste un des moyens les plus beaux, les plus civilisés, les plus profonds, les plus directs, les plus sincères, les plus non politiquement corrects, pour s'exprimer, raconter son histoire, sa version de son histoire, sans compromis, sans hypocrisie, sans essayer de plaire à quiconque, afin de construire la paix en soi, justement, avant de parler de la paix avec les autres. Parce que si on n'est pas sincère avec soi-même, je ne pense pas qu'on peut être sincère avec quiconque. Et si on n'a pas la paix en soi, comment peut-on faire la paix avec quiconque? Donc l'essentiel était pour moi, dans un camp de réfugiés comme Haïda, où il n'y a ni espace vers ni terrain de jeu, où il y a toujours ces incursions par l'armée d'occupation israélienne, où le désespoir s'installe, créer un monde d'espoir, où la mort nous entoure, et banalisée par les enfants quand ils parlent de n'importe quel incident. Ah oui, j'étais à côté de mon ami quand les Israéliens sont venus, on l'a transporté à l'hôpital quand ils ont tiré dessus, et voilà, c'est comme une histoire banale, c'est normal. C'est pas normal.
C'est pas normal que les enfants soient juste des chiffres sur des listes de martyrs ou handicapés pour le restant de leur vie ou périr dans les prisons israéliennes. Et c'est pas normal que des enfants vivent cette vie sous occupation et dire ça va, on s'habitue. Aucune victime d'un viol ne peut s'habituer au viol. Aucune victime sous oppression et occupation ne peut s'habituer à l'oppression et à l'occupation et dire ça va. Et donc, comment grandir en pensant qu'on peut changer le monde et créer des miracles sans besoin d'avoir un fusil pour tuer tous les autres, et se faire exploser, ou même se faire brûler, comme vous voyez dans ce printemps arabe moderne, mais rester vivant. Comment être un acteur de changement? Comment être un rôle modèle? Comment dire qui sommes-nous? Quelle empreinte nous laissons derrière nous? Quel rôle nous avons à jouer dans le monde? Comment on va se souvenir de nous? Comment on va répondre à un enfant lorsque un jour, un de nos enfants ou grands-enfants vient nous regarder en face et disent « Qu'est-ce que vous avez fait pour changer le monde? Quel héritage nous avez laissé ?» Est-ce qu'on va se cacher dans la honte et dire bah, « J'ai pensé que Obama va le faire » ou M. Hollande, ou le pape, ou même Dieu. Même Dieu ne veut pas aider ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes. Et donc pour moi, l'essentiel était que chaque personne est importante. Chaque personne est un acteur de changement. Et personne n'a le droit de dire « je ne peux rien faire » ou « c'est très compliqué » ou « c'est désespérant ». Parce que tout simplement, on n'a pas ce luxe de désespoir. Et ce n'est pas un héritage que quiconque peut être fier à laisser à ses enfants, à toutes les générations à venir. Et il est important que nos enfants aussi grandissent en pensant que ce n'est pas Arnold Schwarzenegger, si vous connaissez, ou Sylvester Stallone, le héros américain avec un grand physique qui fait plus de distraction que n'importe quel touriste. C'est ça le rôle de modèle des héros. C'est lui qui porte le fusil, qui fait plus de distraction. Il était important que garder les valeurs. Et quand nos enfants, ou vos enfants, vont manifester dans la rue contre n'importe quelle injustice dans le monde, et c'est normal, il faudrait qu'ils manifestent, mais qu'ils descendent dans la rue et au lieu de dire nous mourrons pour que vive la Palestine ou la Tunisie ou l'Égypte ou n'importe quel autre pays, nous vivons pour que vive la Palestine, le monde. Ça doit être une culture de vie et d'espoir et non pas de désespoir et de mort. Parce qu'aucun pays dans le monde va être construit par les cadavres. Et aucun parent au monde sera fier que son enfant est mort. Tous, nous voulons voir nos enfants grandir. Nous voulons célébrer leur succès et leur vie. Et quand le temps vient, c'est à eux de marcher dans nos funérailles, non pas l'inverse. Et nous, on a marre d'enterrer nos enfants. Et donc, tout ce qu'on essaie de travailler avec cette résistance est de fournir des opportunités, non pas dicter une code de conduite, parce que personne n'écoute les dictées avec quiconque. Donner des possibilités, le théâtre, on a ajouté la danse, la photographie, le vidéo. On travaillait avec les jardins d'enfants, avec les écoles, avec les parents, essentiellement aussi avec les femmes. Parce qu'avec tout respect pour les hommes, c'est les femmes qui changent le monde. Donc il était important aussi de fournir des possibilités où les enfants viennent avec le premier centre de gym pour les femmes dans un camp de réfugiés, une expression physique, dans un environnement assez enfermé, pour libérer encore cette énergie, cette angoisse et cette couleur d'une manière physique. Retrouver un endroit où les femmes peuvent discuter, peuvent échanger pour construire vers la future et non pas juste le bavardage quotidien. Pour construire aussi la paix chez la femme, pour leur construire cette harmonie dans la famille, pour pouvoir le construire dans la communauté, dans le pays et dans le monde. Parce que si la famille est troublée, toute la communauté sera troublée. Donc encore une fois, ça revient à ce jeune homme qui t'a parlé. Il dit, si on n'a pas la paix en soi, on ne peut pas faire la paix avec qui. Et donc comment, encore une fois, faire ces vecteurs et ces faiseurs de miracles dans le monde, en gardant cette beauté, cette humanité, et cette paix, et ce courage, et ces valeurs chez nous. Et qu'on est tous partenaires à part égale pour créer un monde où chaque jour qui vient sera beaucoup mieux que le jour qui s'en va, au lieu juste de rester à comblant que tout va mal et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est pas nous. On n'a rien fait. Mais justement, on n'a rien fait. Que tout va mal. Justement, le silence contre la dictature ou contre l'injustice est plus dangereux que
l'acte elle-même, parce que ça permet que ça continue. Et justement, on ne peut pas juste regarder comme observateur ou réagir en temps de catastrophe, parce que nous, on sommes bons comme des êtres humains. On veut aider les pauvres et les misérables. Et quand il y a une catastrophe, quand il y a un tsunami, quand il y a ce qui s'est passé malheureusement aux Philippines l'autre jour, on essaye de lever des fonds, voilà, aider. On passe la semaine, 10 jours, un mois peut-être. Et après, bon, on a fait notre devoir quotidien, on a réagi en réponse aux catastrophes, on peut dormir tranquille. Le problème, on n'a pas besoin de réaction. On a besoin d'action à long terme, parce que l'injustice ne s'arrête pas. Les dictatures ne s'arrêtent pas. La violence ne s'arrête pas. Et plus essentiellement pour la Palestine, la cause palestinienne n'est pas une cause humanitaire. Les gens ne sont pas pauvres parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils n'ont pas de ressources. Les gens sont mis dans la pauvreté par cette occupation illégale qui les prive de droit de circuler librement, d'importer, d'exporter, de même tomber amoureux avec qui ils veulent, de se marier avec qui ils veulent, avec cette ségrégation entre la Palestine 48, Jérusalem-Est, Gaza, la Cisjordanie, les villes dans la Cisjordanie et le monde. Toute notre vie est rythmée par ce que l'occupation nous permet de faire. Qu'est-ce qu'on peut manufacturer, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, quel échange on peut avoir, quels invités on peut recevoir éventuellement. Quand vous venez en Palestine, vous êtes contrôlé par les Israéliens. Quand vous sortez de la Palestine, vous êtes contrôlé par les Israéliens. Toutes nos ressources naturelles sont sous contrôle israélien. L'eau, l'air, le vent, la mer, sous la terre. Et donc, s'il y a les permis, on peut faire quelque chose. S'il n'y a pas le permis, il faudrait qu'on se bagarre entre nous pour faire quelque chose. Et donc, dans ce climat-là, encore une fois, on s'est dit, bon, on va faire belle résistance mobile, aller un peu partout dans la Cisjordanie, se connectant avec les autres camps de réfugiés, villages, villes, etc., autres communautés, créer des programmes mobiles où on entraîne aussi le théâtre, la danse, la musique, etc. Mais aussi, on commençait à fabriquer des jeux. Et c'est pour ça, je pense, l'importance des jeux aussi, que je suis tout à fait d'accord, pour que ça fait partie, pas seulement de joie de jouer, mais aussi d'éducation, d'échange, de construire cet esprit d'être humain, acteur de changement, et non pas de marginalisation, d'exclusion des uns des autres. Et on allait un peu partout aussi pour dire qu'on est palestinien. Et malgré les checkpoints, malgré cette ségrégation entre les villes palestiniennes, on ne va pas dire qu'on va rester et soit satisfait des checkpoints ou des contrôles militaires israéliens et ça nous sépare les uns des autres. On va se connecter entre nous. Et si le checkpoint est fermé, on va revenir le lendemain, la semaine après. Mais jamais on dit, bon, c'est fermé, on ne va plus rien faire. Et puis on a tourné internationalement. Tourner internationalement était important pour qu'on puisse voir, pour que nos enfants puissent voir c'est une vie normale, dans des pays libres et indépendants. Pour ne pas dire que tout ce qui se passe chez nous, c'est normal. Que c'est normal, il y a ce mur illégal de séparation, c'est normal qu'il y a des checkpoints israéliens, c'est normal que notre même respiration soit contrôlée par un ordre militaire israélien. Et permettre cet échange, ces rencontres entre nous comme des êtres humains. Voir ces points communs qu'on a, ces points de similarité, comme quelque chose qui nous rapproche les uns les autres comme des êtres humains. Et voir qu'on a des différences aussi. Et ces différences sont belles. Ça doit être quelque chose qui nous enrichit et non pas nous faire peur et nous marginalise les uns les autres. Parce qu'imaginez si tout le monde était pareil. Ça sera banal. Ce sera des robots. Et donc, cet échange, pour moi, il est important pour casser les stéréotypes culturels, pour créer des ponts de rencontres et d'échanges, de créer ce monde où chaque jour qui sera beaucoup mieux que le jour précédent, parce que c'est notre responsabilité à tous. Et à la fin du jour, qu'en France ou ailleurs, on partage les mêmes valeurs. On parle de cette liberté, fraternité, on parle de la justice, de la paix, de l'amour. C'est des valeurs que nous partageons tous comme des êtres humains. Ce n'est pas élastique. Ça ne change pas dépendant de nos réalités sur les terrains et le dictat d'un leader ou d'un président ou de n'importe qui.
c'est l'essence de notre humanité. Et les valeurs, je pense qu'on peut être fier à laisser à nos enfants, à toutes les générations à venir. Donc, comme des êtres humains, comme des parents, comme des artistes, comme des gens responsables, comme des maires, comme des politiciens, on ne peut pas sacrifier ces valeurs ou les déformer dépendant de notre emploi de temps et de qui contrôle quoi. Ce n'est pas élastique et ça ne change pas dépendant de nouvelles réalités créées par l'occupation ou par n'importe qui. On est dans un peuple, dans un état sous occupation jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont résisté, comme j'ai dit, probablement à 10% une résistance armée, mais plus de 90% sans armes. Et malgré ça, jusqu'aujourd'hui, on parle encore du terrorisme palestinien. On parle que les Palestiniens doivent faire encore des gestes, comme a dit Monsieur le Président français en Palestine. Ils doivent faire des gestes encore. Quels gestes on peut faire? Israël se déclare comme un État juif. En se déclarant ça, c'est un acte raciste aussi. Parce que la Palestine était un pays qui a accueilli tout le monde. Musulmans, chrétiens, juifs avaient vécu ensemble. Et continuent jusqu'à aujourd'hui à vivre ensemble. Quand on a résisté à l'Empire ottoman, comme j'ai dit, c'était une résistance même contre les musulmans. Je suis musulman, je suis palestinien, je suis arabe. Trois choses qui font explosion pour certains. Mais on a résisté contre une injustice, contre une occupation, même si c'était musulman. Quand il y avait les Britanniques, chrétiens, on a résisté parce que c'était une injustice et c'était une occupation. Quand il y a eu Israël, c'était aussi une occupation, on a résisté. Bien que c'est déclaré juif, et bien que pour moi, je ne reconnais pas le judaïsme de cet État parce que ça fait de tort au judaïsme, et moral les juifs et à toute la souffrance des juifs dans le monde. Et ça explore tout pour justifier tous les crimes qu'ils sont en train de commettre au nom de ces pauvres gens. Et donc, quand elle se déclare comme ça, effacer 20% de sa population actuelle, si on va reconnaître cet Israël tel qu'il est, qui sont musulmans et chrétiens palestiniens d'origine, et dire, voilà, il y a 22 pays arabes, alors dégagés. Pas les 22 pays arabes, c'est 22 pays arabes. Ce n'est pas la Palestine. Moi, je suis palestinien, musulman, je ne peux pas aller en Arabie Saoudite et dire bah, je suis musulman aussi, donnez-moi ma part. Ou venir en France même, ou en Espagne et dire mes ancêtres musulmans ont occupé l'Espagne pour 800 ans, alors donnez-moi ma part. Tous les pays ont un mélange de civilisation, de culture et même de religion. J'étends dans mes veines tous les sons des gens qui ont passé. Il n'y a pas une race pure. Et en Palestine, vous voyez de noirs d'Afrique jusqu'aux blonds avec des yeux bleus scandinaves. On a toutes les couleurs. On ne peut pas dire, voilà, je suis typiquement palestinien. Je peux passer pour un Italien, pour un Turc, pour un Français, pour un Américain, pour n'importe qui. Et donc l'essence pour nous, avec toute la peine, sympathie, empathie pour les Juifs et leurs souffrances, nous n'étions pas la cause de leurs souffrances, à aucun moment de l'histoire. Et nous faire payer pour les crimes de nazis, ou de l'Europe, ou de quiconque, c'est quelque chose qu'on ne peut pas porter sur notre fardeau et dire ça va. Mais Jésus est né chez nous, on va continuer à tourner le jour pour toutes les claques du monde. On ne peut pas faire ça. Et encore une fois, ce n'est pas un conflit religieux, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui sont musulmans et qui sont chrétiens et qui sont juifs, comme ici d'ailleurs. Il y en a à Nablus, la communauté samaritaine palestinienne juive, qui vit encore comme des citoyens palestiniens qui habitent Nablus, qui parlent arabe, qui ont leurs magasins dans la ville de Nablus et qui ont même leur représentation dans le Parlement palestinien. Il y a des juifs arabes qui habitent au Yémen, qui sont yéménites, tunisiens qui sont tunisiens, au Maroc qui sont marocains, en France qui sont français. Malgré ça, certains de ces juifs français se donnent le droit de venir s'installer dans Palestine, c'est leur terre promise. Ils ont de double nationalité aussi. Et certains, si vous avez lu des reportages, ils sont parmi les pires des colons. Fouillant l'antisémitisme en France, mais gardant quand même la nationalité française. Alors, est-ce qu'une guerre religieuse qui, comme trafiquée? Bien sûr que non.
Parce que quand on parle de religion, c'est quelque chose de personnel, c'est entre vous et Dieu. Et alors on ne peut pas défier les gens dans leurs croyances. Mais Israël a exploité ça. Pas tous les Juifs étaient même d'accord pour la création d'Israël. Pas tous les Juifs reconnaissent même cet État d'Israël, jusqu'aujourd'hui. Et par contre, on nous demande, nous, Palestiniens, sous occupation israélienne, aujourd'hui, de reconnaître le droit d'Israël d'exister sur nos terres. Et de reconnaître le droit de n'importe quel Juif qui vient d'Europe, ou des États-Unis, ou de la Russie, ou de Pologne, ou de quiconque, qu'il soit bien accueilli, qu'elle a la carte blanche d'avoir la nationalité israélienne. Comment, moi, comme Palestinien, vivant dans un camp de réfugiés, dénier mon droit légitime de revendiquer mon droit de retour dans un village qui se trouve à 17 km au sud-ouest de Jérusalem, un quart d'heure de voiture d'où j'habite actuellement dans le camp de réfugiés, doit volontairement reconnaître le droit de ce violeur de continuer à violer et dire ça va. Comment on peut reconnaître la légitimité d'une occupation qui continue jusqu'à aujourd'hui? Parce que, comme j'ai dit, ça n'a pas arrêté en 1948, ça n'a pas arrêté en 1967. Jusqu'à aujourd'hui, tout acte de vie chez nous, tout mouvement en dehors de la Palestine et même à l'intérieur de la Palestine est contrôlé par cette équipe. Et malgré ça, l'autorité palestinienne a reconnu cet Israël. C'est 78% de sa terre. Mais ce n'était jamais suffisant. Alors, comment on peut voir les choses? Avec le printemps arabe dont on a parlé, et l'espoir que ces révoltes arabes, le mouvement de la rue arabe contre les dictatures dans les pays différents, ça peut paraître comme un mouvement qui est né du peuple. Et pour certains, oui, ça a été animé par des volontés de changement et des gens. Mais tout ce qui s'est passé après, donc à dire qu'il y a quand même quelque chose d'étrange qui se passe. Ces mouvements de libération ont été transformés en quelque chose d'autre. Et ça devient catastrophique pour tous les pays. Jusqu'aujourd'hui, Égypte, la Tunisie même, la Libye, la Syrie, et bien sûr l'Irak avant tout ça. Et tout ce programme de nouveau Moyen-Orient, couper les différents pays en morceaux, et créer le Soudan en 2, la Syrie en 4, la Libye en 4, la Tunisie, je ne sais pas quoi. Il y a un problème qui se passe. Et ça ne devient pas seulement un mouvement de libération, mais un mouvement d'un nouvel type d'occupation et de fantasmatisation de chacun de ces pays. Un morcellement encore nouveau, à la mesure de Sykes-Picot, mais encore plus petit. En Palestine, Syrie, Jordanie, Liban, Irak étaient ouverts, comme l'Europe aujourd'hui. Vous devez circuler, c'était une ouverture, il n'y avait pas de frontières. Les Israéliens parlent, il n'y a jamais eu de gouvernement palestinien. C'était toujours sous occupation, mais est-ce que ça nie que la Palestine existait? Est-ce que ça nie que les Gaules existaient en France? Est-ce que ça dénie l'existence d'un peuple? Est-ce qu'on oublie les gens qui avaient vécu et qui ont de l'histoire et qui continuent à revendiquer leur identité? Est-ce qu'après l'effacement des Indiens d'Amérique, on dit que les Indiens d'Amérique n'existaient pas avec les États-Unis? Est-ce qu'un système d'apartheid doit faire tout son possible pour effacer la mémoire et les gens, parce que c'est lui qui a la force, doivent accepter? Quand il y avait l'Afrique du Sud, ce système d'apartheid, on voyait des soulèvements, des manifestations contre les impassages de cette Afrique du Sud. On voyait des gens agir au boycott de ce gouvernement d'apartheid. Et c'était bien fort. Et bien maintenant, il y a des politiciens aussi qui déclarent Israël comme un État d'apartheid. Mais si les gens osent boycotter des produits israéliens, c'est maintenant une incitation à la haine raciale. Parce que ça concerne Israël. Parce que ça concerne des gens qui sont forts de médiatiser les choses.
quand on est venu présenter des spectacles, même en France, le CRIF a écrit à la préfecture, qui avait écrit à des municipalités où nous ne devons pas être permis de présenter nos spectacles parce qu'on est terroristes par nature. Vous imaginez, en France, la préfecture écrit à des municipalités. En 2006, à l'unanimité, une mairie de Sénon, à côté de Bordeaux, à l'unanimité, ont voté l'interdiction d'un spectacle de nos enfants. Mais pour une fois, c'est passé en 2003 aussi, mais pour une fois en 2006, les amis d'Arwa sont allés en référé. Et le juge a vu le spectacle, a dit il n'y a rien d'antisémite dans ce spectacle, ces enfants ont le droit de jouer. Il a ordonné à la municipalité d'ouvrir leur théâtre le lendemain et de nous permettre de présenter notre spectacle. Une victoire. Mais quand même, on est dans une république. Et donc, il y a des petites victoires comme ça. Mais l'essence des choses est qu'il y a des gens, maintenant, qui sont jugés en France à l'incitation à la haine raciale parce qu'ils ont osé critiquer Israël ou boycotter des produits israéliens ou appeler boycott de produits israéliens parce que c'est un système d'apartheid. Parce que ces produits viennent des colonies qui sont exploitées malgré les Palestiniens sur une terre qui doit être la Palestine, reconnue sur ces 22% de la terre. Et parce que ces colonies occupent plus de 61% avec la zone C qu'on appelle de la Cisjordanie. Et donc voilà, on est dans un pays où on est toujours sous occupation et on est dénié ce droit légitime de résistance à l'occupation, bien qu'en France, cette résistance a été honorée et qu'on célèbre jusqu'aujourd'hui les vieux combattants. Et que même pour les Allemands, c'était des terroristes. Jean Moulin n'était pas le grand héros, mais bien qu'en France, Jean Moulin, pour la plupart, était un héros, comme tous les résistants, sauf peut-être pour le gouvernement Vichy à l'époque, comme maintenant avec notre autorité palestinienne qui veut négociation sur négociation, ceux qui ne veulent pas les négociations qui là se jeter à la mer. Et comme notre président aussi l'a dit, l'ultime choix, c'est les négociations. On va continuer les négociations, même si ça aboutit à rien. Mais pour dire au monde, voilà, on a cette volonté de continuer les négociations. Et malgré ces négociations, les Américains, comme certains pays européens aussi, donnent 40% du budget national palestinien pour la sécurité et 2 par 1000 pour la culture. 40% pour la sécurité, pour entraîner nos jeunes Palestiniens, policiers, etc., à réprimer d'éventuelles manifestations que les Palestiniens font contre l'occupation. Mais ce n'est pas pour nous protéger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'armée d'occupation israélienne rentre dans le camp d'Aïda et ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, il arrête des gens. Jusqu'à aujourd'hui, il démolissent des maisons. Et quand les soldats arrivent, israéliens, les Palestiniens disparaissent. Parce que c'est ça les ordres aussi. Un peu comme le gouvernement Vichy. Donc dans tout ça pour dire qu'on donne et on se tient pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait des armes, mais on n'investit pas pour qu'il y ait la culture, pour qu'il y ait l'éducation, pour qu'il y ait cette rencontre mutuelle entre les gens, pour construire ce monde d'échange, pour créer cette possibilité où les différences sont un enrichissement et non pas une cause de marginalisation. On a toujours va pour créer des ennemis. Une fois c'était les Noirs, une fois c'était les Juifs, maintenant c'est les Arabes, les musulmans, etc. Parce qu'on ne peut pas contrôler les gens si ils se mettent ensemble. Il faudrait toujours mettre les gens comme un troupeau de moutons qu'on peut orienter et qu'on transforme l'être humain en consommateur et non pas en quelqu'un qui peut critiquer et qui ose critiquer. Et c'est pour ça, dans notre vision globale, comment notre système d'éducation peut être quelque chose qui est un vecteur de changement, qui est un vecteur d'orienter les enfants qui ont 5, 6, 7, 8, 10 ans, mais pas être des boîtes d'information. Ils n'ont pas à savoir écrire et lire à cet âge-là. Comment être
participant dans le processus d'éducation. Comment construire la personnalité de cet enfant, ses valeurs, sa responsabilité comme être humain constructeur de l'avenir. Comment créer ces possibilités où ces enfants ont un esprit critique et créatif, imaginatif, et non pas de robots, des boîtes qui doivent savoir toutes les réponses, mais qu'elles ne savent pas comment poser une question. Comment créer cet environnement où c'est un système inclusif, où les différentes habiletés, quand on parle des non-voyants ou des sourds-muets, etc., sont inclus aussi dans le même système éducatif. Que nos enfants, qu'ils apprennent comme ils apprennent l'anglais ou le français, qu'ils apprennent le langage de signes ou le braille, et non pas marginaliser les uns et les autres. Chez nous, à l'âge de 12 ans, l'éducation pour les sourds-muets finit. Les enfants non-voyants jusqu'à 15 ans, jusqu'à 3e, et après, elles peuvent éventuellement intégrer l'école secondaire s'il y a quelqu'un qui les accompagne pour lire et écrire à leur place, etc. Mais il n'y a pas un système inclusif dans l'éducation pour les différents gens avec différentes habiletés. Et on considère certains enfants comme bêtes ou stupides parce qu'ils n'arrivent pas à suivre dans ce système dénurel. Je ne peux pas dire vraiment d'éducation parfois. Parce que chacun a sa créativité, sa génie, quelque part. On ne donne pas le temps pour montrer cette génie. Et comme disait quelqu'un, si on juge les poissons, comment elle va monter la montagne, bah vraiment c'est stupide. Elle ne va pas monter la montagne. Mais par contre, donnez-moi quelqu'un d'autre qui va nager mieux que le poisson. Et donc c'est pour ça, notre approche aussi est dans ce système qui essaye d'être inclusif, l'espoir de créer des possibilités, de construire des endroits où ces possibilités se fassent, que cette vision totale se passe, que notre partenariat comme des êtres humains à part égale pour créer ces possibilités d'échange et de rencontres et de construction d'un avenir meilleur, que notre responsabilité est d'être partenaire à partie intégrale pour permettre à nos jeunes, à nos enfants, de voir un futur meilleur et leur laisser un meilleur héritage que celui que nous avons hérité. Mais aussi toujours vivre dans la dignité et dans l'indépendance. Et non pas sous l'ombrella de quiconque pour nous dicter ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ou les miettes jetées sur la table et dit on a aidé ce pauvre misérable palestinien, donc on peut dormir tranquille. On n'a pas besoin de réaction, on n'a pas besoin de miettes. Et ceux qui veulent aider et soutenir, ça doit être pour nous un acte de partenariat. Aider à construire des infrastructures, créer des possibilités, créer des emplois, à aider les gens à garder leur dignité et non pas les transformer en cas de charité. Et voilà, on a aidé ces misérables, donc on peut dormir tranquille. Et j'ai fini par ce qui me tient à cœur et ce que j'ai appris en France, en fait. En faisant le théâtre, j'ai rencontré Cyrano de Bergerac. Et bien sûr, certains aiment ça, et moi j'aime beaucoup, et je tiens à le dire tout le temps. Quand il dit, que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui se convient en tronc, et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un de Dieu comme tous devant de terre renoncer, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit de genoux devient sale, exécuter de tours de souplesse dorsale? Non, merci. De dire comme tous le font de verre au financier, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter? Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil que regardez bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un verre.
alors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, mais tout seul. Et je dis souvent avec vous, ça sera mieux comme ça, parce qu'on est tous partenaires à part égale pour laisser un meilleur héritage à nos enfants et à toutes les générations à venir. Chacun de nous est responsable, chacun de nous est important, et personne ne va faire le travail que nous devons faire. Je vous remercie. Maintenant, après, si vous voulez, je présente un peu les activités d'Arouad et ce qu'on fait. Et après, je serai ravi de répondre à toutes les questions. En 1948. Al-Rouad se focalise sur les enfants, les parents et particulièrement les mères. Le centre travaille aussi avec les écoles afin d'assurer un changement durable dans la communauté. Al-Rouad s'est produit en Suède, au Danemark, en Égypte, en France, en Belgique, aux États-Unis et dans les territoires occupés en Palestine afin de promouvoir la belle résistance non violente et créer des ponts d'échange humains comme des partenaires égaux pour faire une différence et transformer les horreurs du présent en un futur plus plaisant.